bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Caroline Désir. Bonjour. Bonjour. Bonjour Madame la Ministre. La dernière fois que je vous avais reçu, vous n'étiez pas ministre, non, donc c'est tout nouveau. Oui. Alors, ministre de l'enseignement obligatoire, PS, au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça faisait longtemps que le PS n'avait plus l'enseignement obligatoire. Oui, effectivement, puisque des ministres CDH se sont succédés à ce portefeuille. Donc, effectivement, pour nous, c'était très important aussi de pouvoir revendiquer à nouveau ce portefeuille. Et alors vous, l'enseignement, vous connaissez parce que vous en occupiez en tant qu'échevine il y a un an encore à XL. Alors le gouvernement est arc-en-ciel, pas de PS à la ministre-présidence donc, mais un régionaliste wallon, Pierre-Yves Géolet. Est-ce qu'il a déjà pris l'habit de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou est-ce que vous avez l'impression, vous, la seule la plus jeune et la socialiste bruxelloise de ce gouvernement, vous avez l'impression qu'il a pris déjà l'habit de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Oui, je pense que Pierre-Yves Géolet a montré qu'il pouvait endosser le costume. Hier, on a eu notre premier débat sur la déclaration de politique communautaire au Parlement de la Fédération. Et oui, il a effectivement montré qu'il pouvait être le chef de cette équipe, qui est une petite équipe. On est 5, donc je crois que ça va être facile de travailler dans ce modèle restreint. Une majorité de femmes. En plus. En plus, oui. Ça, c'est nouveau. Et alors, ce qui est nouveau aussi, mais ça concerne votre poste, votre compétence, cette fois-ci, pour la première fois, la ministre de l'Enseignement n'a pas la tutelle de l'enseignement de la communauté française. Effectivement, c'est peut-être un peu technique pour beaucoup de monde, mais une des difficultés, c'était que le ministre de l'Enseignement était à la fois pouvoir organisateur du réseau des écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les anciens Athénées royaux, et en même temps pouvoir régulateur pour l'ensemble de l'enseignement. Un peu juge et partie, voilà, comme exactement. on dit, Et donc maintenant, depuis la fin de la dernière législature, les deux rôles ont été scindés. Donc vous vous occuperez vraiment de réguler les choses entre le libre d'un côté, l'officiel de l'autre. Finalement, au sein de ce gouvernement, quelle est la concession que le PS a fait dans cette discussion à 3? Parce que c'est toujours plus difficile de discuter à 3 qu'à 2. Moi, je n'ai pas vraiment envie de parler de concession. Je pense que c'est un équilibre, comme dans toute négociation. C'est vrai qu'on a ici des forces en présence. On a entendu les thématiques de chacun pendant les campagnes électorales, etc. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'avoir un projet qui rassemble et à la fois qui soit cohérent. Je crois que c'est le cas, vraiment. La déclaration politique communautaire est, je trouve, cohérente et à la fois ambitieuse. Et en matière d'enseignement, c'était particulièrement, évidemment, important de pouvoir se retrouver puisque ce sont des enjeux de société particulièrement important. Donc c'est important de faire adhérer le plus grand nombre aussi. On va en reparler. Votre job de 5 ans, c'est vraiment le pacte d'excellence, puisque là, il est sur les rails. C'est à vous maintenant de le faire arriver en gare de manière tout à fait correcte et avec un tronc commun un peu revisité. Alors, ce pacte d'excellence, on va le garder sur les rails là où il est avec l'accord de toutes les parties prenantes? Oui, c'était évidemment important pour nous parce qu'un travail important avait été entamé déjà depuis 5 ans avec les acteurs du monde enseignement, mais aussi avec des académiques qui se sont vraiment donnés à fond pour imaginer comment rénover fondamentalement notre système scolaire pour notamment que notre système scolaire soit plus égalitaire. Et donc, c'est aussi une question de respect vis-à-vis de l'ensemble de ces acteurs, de se dire on ne va pas commencer à détricoter. C'est une réforme qui est envisagée comme systémique, donc tout est dans tout. Et donc commencer à toucher à des parties et pas d'autres, c'était très compliqué. Donc l'idée, c'est de dire on est sur des rails pendant 15 ans, il faut de la sérénité, il faut travailler main dans la main avec les acteurs et mettre en place cette réforme dont le cœur est le tronc commun. Oui, mais justement, à propos du tronc commun, on a dit quand même qu'il était légèrement modifié sur la fin, sur les derniers cours, les derniers mois. Et ça ne va pas toucher ce très bel ensemble dont on parle? Peut-être que pour que les téléspectateurs comprennent bien, le cœur de cette réforme, c'est vraiment de se dire on va faire un parcours commun depuis la maternelle jusqu'à 15 ans. Et on veut emmener l'ensemble des élèves vers un niveau de connaissance assez élevé. Et le même parcours pour tout le monde. Le même parcours pour tout le monde, avec vraiment un renforcement des savoirs de base, mais aussi la possibilité de toucher à des matières très différentes, qu'elles soient techniques, technologiques, artistiques, et qu'on puisse mobiliser différentes formes d'intelligence. C'est ça vraiment le tronc commun, parce que ça peut paraître un peu théorique. En fait, c'est
c'est vraiment ça. C'est dire on va révolutionner l'école depuis les maternelles jusqu'à 15 ans. Et donc, effectivement, il y avait des différences d'approche avec un de nos partenaires, non pas fait ministère pendant la campagne électorale, où il disait, mais nous, on pense que certains jeunes ont une vocation précoce pour aller dans l'enseignement professionnel ou technique. Nous, on pense au contraire que les systèmes qui retardent le moment de l'orientation entre une filière plus générale qui donne accès à des études supérieures et des filières qualifiantes. Donc tous ces systèmes qui reportent plus tard l'orientation sont des systèmes plus égalitaires. Et donc c'était important pour nous de conserver ce tronc commun jusqu'à 15 ans, ce qui est fait dans la DPC, mais dans la déclaration de politique communautaire, mais avec la possibilité pour la toute dernière année de renforcer un peu ce caractère polytechnique, de se dire on va peut-être éveiller avec des activités qu'on a appelées activités orientantes, éveiller les élèves. Une visite d'entreprise, par exemple, des choses comme ça. Typiquement, voilà. Alors, vous étiez étudiante encore quand Loreto Onkelings, en 1996, a dit à votre place, elle était ministre de l'Enseignement, que tous les élèves seraient bilingues en l'an 2001. Bon, on s'est bien rendu compte qu'on n'est pas arrivé à ça. Alors vous annoncez quoi? Est-ce qu'on sera bilingues tous en l'an 3000, par exemple? Mais c'est vrai Est-ce que vous pensez qu'on serait un jour tous bilingues? Je l'espère, évidemment, et je crois qu'on doit continuer à être ambitieux, même si je n'oserais pas me fixer des échéances comme Loreto Onkelings l'avait fait, parce que c'est vrai qu'on sait les difficultés, malheureusement, parfois institutionnelles, pour arriver à des résultats. Mais c'est vrai qu'on a franchi un cap dans cette déclaration de politique communautaire en disant on va pousser à la création d'écoles bilingues à Bruxelles et en Wallonie. Et je crois qu'effectivement, on a vu le succès des écoles, par exemple, en immersion linguistique, qui se sont développés très fort, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, et qui donnent des résultats en matière d'apprentissage des langues. Je crois qu'on doit aussi oser révolutionner la façon dont on aborde les langues. Alors, il y a des défis très bruxellois dans les défis de l'enseignement. Je pense par exemple au décret inscription. Alors, abroger et remplacer. Quel est l'horizon? À quelle date il y aura un nouveau décret inscription? Est-ce qu'on peut déjà le dire? Je ne peux pas encore m'engager là-dessus. J'ai participé à l'élaboration de 2 décrets inscription précédents quand j'étais parlementaire en commission éducation. Et c'est évidemment très très difficile de mettre un système pareil sur pied. On a mis ici des balises dans l'accord de gouvernement sur le fait que nous insistons pour garder un système d'inscription qui soit transparent, qui mette tout le monde sur un pied d'égalité, qui accorde une importance à la mixité sociale, etc. Et à la fois, on va devoir réformer le système. Donc, on va devoir faire appel à des experts de terrain, évaluer... Vous nous dites que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et je ne veux pas mentir ici. Du temps, c'est 1 an ou c'est 5 ans? Alors, déjà, je vais vous dire, la procédure d'inscription dans le secondaire, elle commence au mois de février. Oui. Donc ce ne sera pas prêt pour février 2020. Je pense que c'est difficile. Franchement, on ne va pas jouer les apprentis sorciers. Moi, je n'ai pas envie de mettre des familles en difficulté. Le système actuel a des défauts, mais au moins les parents le connaissent pour le moment. Et donc, on doit faire attention. On doit faire attention dans tout ça et avancer prudemment et sereinement parce que c'est un dossier difficile. Donc ça veut dire que l'objectif serait plutôt février 2021. Sans doute. Oui. Ouais. Alors, on parle aussi de problèmes de place, évidemment, parce que les inscriptions, c'est aussi un problème de place dans certaines écoles. Il y a des nouvelles écoles qui se créent. Il y en aura encore davantage qui vont se créer? Je dirais même que c'est avant tout un problème de place, en fait, parce qu'avoir un système d'inscription, quand il y a assez de place, ça pose de problème à personne. Et on le voit il y a aussi des écoles où personne ne veut aller. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est étroitement... toutes ces problématiques sont étroitement liées. Donc, on doit continuer à créer des places. Vous savez qu'on le fait à un rythme soutenu, puisque maintenant, 20 millions d'euros par an en Fédération Wallonie-Bruxelles sont consacrés à la création de places. Et dans le même temps, on doit absolument travailler sur l'attractivité des écoles qui n'attirent pas d'enfants. Et on doit comprendre pourquoi et faire changer les choses, évidemment. Et sur la pénurie de profs, on parle beaucoup de pénurie de profs de néerlandais, notamment. On revient à ce problème de bilinguisme. Est-ce que là, il y a des choses à faire un petit peu plus originales ou plus inédites, plus fortes que ce qu'avait fait le gouvernement précédent? Ce sera évidemment un des chantiers prioritaires parce que ça nous pose des vrais problèmes organisationnels. Tous les parents peuvent le confirmer. Il y a des heures de fourche qui s'accumulent avec parfois des grosses difficultés en termes d'apprentissage qui s'accumulent. Et donc, ce sera un de nos chantiers prioritaires. Madame Schins avait pris un certain nombre de mesures ponctuelles pour faire face à la situation de pénurie.
pénurie. Mais on voit déjà que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et donc, on va devoir les renforcer. Et on doit aussi, notamment, accompagner mieux les enseignants et surtout les jeunes enseignants dans leur métier, parce que c'est aussi ce qui mène à des situations de décrochage des enseignants, parce qu'ils sont trop peu accompagnés dans la réalité de leur métier. Donc, il faut essayer à la fois de garder les enseignants dans les écoles et peut-être d'en attirer d'autres. De faire travailler les pensionnés parfois aussi. Voilà, vous avez vu aussi que parmi les mesures, il y a la possibilité de prester certaines heures supplémentaires, évidemment sur base volontaire, qui peuvent être rémunérées. On doit trouver des trucs pour faire face à la situation telle qu'elle est maintenant. Et sur le moyen long terme, on doit travailler à l'attractivité du métier, à la revalorisation du métier et au soutien des enseignants. Alors, le PS bruxellois, on en parle beaucoup ces dernières semaines. Elio Di Rupo a dit qu'il allait passer la main, et en même temps, tout le monde dans les sections et les fédérations. Et ce sera le cas aussi de Lorette Onkelings. Alors, est-ce que vous êtes candidate d'abord, Caroline Désir? C'est un scoop, non. Parce que vous êtes ministre et vous trouvez qu'il y a suffisamment de choses à faire. Vraiment suffisamment de pain sur la planche. Alors, quel est le bon profil du futur ou de la future présidente du PS bruxellois? Mais il faudra évidemment un profil très rassembleur. Il y a beaucoup de candidats qui ont été cités. Tout le monde dit ça. Oui, mais c'est vrai. La réalité de la fédération bruxelloise, elle est multiple. Et donc, avoir un profil qui rassemble, ça va être très important. Peut-être qu'il faudra une équipe. Et vraiment, en tout cas, on a des personnalités de qualité dont on a déjà entendu qui pourraient être candidats. Aujourd'hui, je ne peux rien vous en dire parce que l'appel à candidature est lancé maintenant et donc on n'a pas encore de candidat officiel. En tout cas, vous n'êtes pas candidate, vous n'avez pas de candidat dans votre poche non plus. Non. Vous verrez bien. Encore, juste une rapide question. Quand vous ne serez plus ministre ou plus député, que ferez-vous de l'indemnité de sortie? Parce que là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et est-ce que vous prendrez cette allocation car vous y avez droit? Vous la refuserez, comme Francis Delperré, par exemple, qui n'en a pas voulu, ou bien vous la percevrez pour la donner aux plus nécessiteux. C'est ce que deux anciens députés du PTB ont décidé de faire. Est-ce que vous avez déjà ça en tête? Non, pas du tout, parce que pour l'instant, la question ne se pose pas du tout, donc on verra un peu. Je trouve ça, en vérité, pas très sain, tout ce débat autour de ça. Je crois qu'on devrait le clarifier, en fait. Soit on a droit à cette indemnité parce que, vous savez, le temps de se retourner, etc., parce qu'on n'a pas droit au chômage, etc. Job. Ou si on a un nouveau job. Mais de se dire, certains l'acceptent pas, certains font des dons à des œuvres, je ne trouve pas ça très sain en réalité. Donc je préférerais, moi, des règles du jeu qui soient les mêmes pour tout le monde. Merci Caroline Désir, on se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.